Coloscopie, Richard Orlinski. Laurent Baffy. Richard, bonjour. Bonjour. Tu es né un 19 janvier comme Stéphane Edberg, Dolly Parton, Janis Joplin, Paul Cézanne et Marc Dutroux. Dans cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Marc Dutroux. Non, sérieusement. Non, je sais pas, tu m'as dit que des vieux, t'as pas des gens plus jeunes? Bah, je sais pas, Stéphane Edberg, il avait Il joue pas trop mal au tennis. une volée de revers une sublime. Ouais, peut-être Stéphane Edberg. Paul Cézanne, c'est pas de la merde. Non, c'est vrai. Janis Joplin. Ouais, mais ils sont tous plus de ce monde. Enfin, tu vois, il y a un moment. Je suis pas sûr que Dolly Parton soit morte. À vérifier. Je pense aussi. Mais enfin, en tout cas, oui, tennis, ouais, c'est une bonne rêve. Et puis un artiste, forcément, Paul Cézanne. Tu es sculpteur. Ça m'arrive, oui. Disque jockey, musicien, comédien. Disque jockey, j'adore. Auteur, sociétaire des grosses têtes et plombier zingueur à tes heures perdues. C'est quoi les prochains boulots à venir? C'est quoi? Toi qui touches à tout. Humoriste? Ouais. C'est pas drôle. Non, mes prochains, moi j'adore tout ce qu'on me propose, tout ce qui se passe par exemple avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on avait un problème, en tout cas au XXe siècle, XXIe siècle, le problème c'est le cancer. Donc 100 ans de recherche sur le cancer. Aujourd'hui, on arrive à guérir le cancer. Aujourd'hui, les mecs ont 50 balais. Leur seule préoccupation, c'est de vivre 50 ans de plus. Et c'est pourquoi je vais mourir dans 10, 15, 20 ans. Et donc, toute la recherche aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, elle s'est mise sur la longévité. Et je trouve que c'est un vrai truc intéressant et je m'intéresse beaucoup à ça. Alors, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, ils connaissent de toute façon tes œuvres. Tu sculptes des animaux, les gorilles, les crocodiles, il y en a partout dans le monde, il y en a partout dans les gares, les aéroports. Tu es incontournable dans les collections privées. Tes premiers clients s'appelaient Sharon Stone, Pharrell Williams, voilà. Justin Bieber. Je cite tout le monde. Et tu es l'artiste français, le sculpteur le plus vendu dans le monde. Oui. Ce qui a énervé tout le monde. Le plus détesté dans le monde aussi. Non, le plus détesté en France. Oui, c'est vrai. Pas dans le monde. Non, pas en France. Oui, la planète t'adore. Pas en France, à Paris. Oui, à Paris, dans le microcosme de l'art parisien. En France, ça se passe très bien avec la France. C'est vraiment un microcosme très parisien. Et tu as écrit un bouquin il y a quelques années, ta bio, qui s'appelait Comment j'ai cassé les codes. Pourquoi j'ai cassé? Et c'est là où tu as énervé tout le monde, parce que tu suis ton feeling, tes idées, ta façon de travailler, et tu as un succès mondial, et ça les rend fous, les mecs. Ouais, puis je lâche pas l'affaire, quoi. Puis plus je prends des coups, et plus quelque part ça me donne envie d'avancer, donc voilà. T'es toujours l'artiste français le plus vendu au monde? Français, oui. Ouais. Après, les artistes français, on a un problème en France, c'est qu'on n'est pas très plébiscité par les institutions. Donc quelque part, d'ailleurs, si je te demande, toi, qui es un érudit, c'est compliqué, mais de te citer ou de donner la tête d'un artiste contemporain, quel qu'il soit, limite même d'un sculpteur, peut-être que tu vas m'en citer parce que t'as une connaissance, mais prends dans la rue un échantillon, un panel, je pense que sur 100 personnes, il n'y a pas une personne qui te dit déjà le nom d'un artiste ou d'un sculpteur et sait à quoi il ressemble. C'est sûr que si tu fais un micro-trotte et que tu demandes, il n'y a pas beaucoup de noms qui sortent. Non. T'es né à Paris, ta mère était diététicienne et ton père te foutait sur la gueule. C'était son métier ou son hobby? C'était son métier. Non, ma mère n'était pas diététicienne, ma mère était prof de yoga. Oui, enfin bon, sophrologue. Oui, bon, elle guérissait les gens, oui, effectivement aussi. Mon père, non, c'était effectivement une activité on va pas dire à temps plein, mais enfin une activité qui était importante pour lui en tout cas. Et il est parti ton père? Il est parti, oui, il est parti de la maison quand j'avais 13 ans. Il est mort? Oui, j'ai entendu. Non, mais faut assumer les mots, tu sais, Laurent. Il est mort ou pas? Non, il est encore vivant. D'accord. Et il y a de la rabiboche possible ou pas? J'ai rien contre lui, tu sais, j'ai l'impression qu'à un moment il y a des inversions qui se font, et que tu le perds. Essaye de bien conjuguer, parce que autant tu sculptes bien. Je sais pas bien parler français. Hein. Mais tu conjugues mal. Donc, en réalité, non, j'ai rien contre lui. En réalité, il est aujourd'hui, il fait partie de quelque. Je le remercie moi en fait aujourd'hui de tout ce qu'il a fait pour moi, parce que quelque part, je pense que sans lui, je ne serais pas arrivé où j'en suis. Sans cette. Attends, tu peux pas faire l'apologie de la violence enfantine. Non.
Mais si j'avais pas été livré à moi-même comme ça, peut-être un peu pseudo-abandonné, etc., je pense que j'aurais peut-être pas eu la force. Donc, quelque part, je le remercie, mais c'est pas une forme de remercier. Je fais pas l'apologie. Là, Si. déjà, ça a à peine commencé pour moi, tu dis de la merde. Non, Mais non, non. non, bah, pardon, tu dis de la merde. Non! Mais enfin, la force, elle est en J'assume. toi. C'est pas parce que ton père t'a foutu sur la gueule que t'es devenu ce que tu es. Non, au Laurent. contraire, ça t'a freiné et ça a hypothéqué tes chances. Laurent. Mais ton mental est tellement plus fort que le reste que tu as surmonté les épreuves. Laurent, si tes enfants n'étaient pas aussi choyés, aussi recevaient autant d'amour qu'ils ont reçu, etc. Est-ce que tu penses que voilà, ça veut rien dire. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Ah bah oui, si tu finis pas tes phrases, ça veut rien dire, c'est sûr. Ta gueule. Non, en réalité, je pense que moi, mes enfants, je vais prendre l'exemple de mes enfants, je leur donnais beaucoup d'amour, je les ai beaucoup aidés. La vie est beaucoup plus facile. Ben, quand la vie est beaucoup plus facile, t'as peut-être moins de niaque et t'as peut-être moins envie. Oui, ça c'est l'inquiétude qu'on a. Alors, moi j'aime bien souligner les points communs que j'ai avec mes invités. On en a beaucoup puisqu'on est amis dans la vie. Mhm. Et on est tous les deux pères de 4 enfants. On est 3 garçons, une fille, tous les deux. Mhm. Et non, toi, t'as 2 filles, non? 3 Non, garçons. non, comme trois, toi, tiens. ouais. Ouais. Et on est tous les deux des papas poules. Avec Ouais. cette petite angoisse de dire, nous, on n'a rien eu, donc on leur donne tout. Exactement. Est-ce que ça va les motiver dans la vie? Ben, C'est ça un peu moins quand même si Mais évidemment. on sait pas. Bah, quand même, tu dois pas, quand tu sais que t'as pas besoin de savoir comment tu vas faire pour aller bouffer le lendemain, je pense que moi j'en étais vraiment là à l'époque, si tu veux. Donc quelque part, il nous a laissé parfois, moi et ma sœur, sans rien à manger. Donc il fallait aller voler pour manger. Donc quelque part, c'est quand même particulier, tu vois. Je salue le prix unique de l'avenue Secrétan qui m'a nourri. Tout à fait. Qui m'a nourri à une époque. Non, mais on en était là, si tu veux. Donc, quelque part, d'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote. D'ailleurs, il nous a laissé un jour tous les deux, moi et ma sœur, et on n'avait rien à On dit bouffer. ma sœur et moi, on se Ma met sœur pas et en moi. avant, bah, espèce d'égocentrique. Oui, égocentré. Mais, Oui, parce que centrique, c'est pas vrai, parce que je sais que tu bandes encore. ouais, exactement. Et du coup, une petite anecdote, il nous a laissé effectivement sans rien à manger. Je me suis débrouillé comme j'ai pu pour effectivement substanter à nos besoins. Et en fait, un jour, il revient et moi, il écoutait de la musique classique et je lui avais planqué son appareil à l'époque, une espèce de chaîne stéréo où je l'avais caché derrière un bureau. Et moi, il arrive, il me dit où est la chaîne stéréo? Je dis bah je l'ai vendue, on avait besoin de manger, on n'avait rien à faire. C'était mon côté un peu réac, etc. Et j'ai pris une rouste comme c'est pas possible. T'avais quel âge? Je sais pas, 12 ans. Donc c'est des souvenirs, si tu veux, comme ça, puisque tu parles de. C'est pour ça que je te dis que quand même tout ça, malgré tout, ça forme. Et un truc qui m'a formé aussi, c'est de savoir que très tôt, j'ai pu compter que sur moi-même. Et je pense que les enfants, quand ils savent quelque part, les parents, on est là pour ça. On est là aussi on est un peu tout pour eux, pour qu'ils puissent les épauler, les aider, laisser des tuteurs pour les amener dans la vie. Et quand t'as pas de tuteur qui te dit qu'à 12-13 ans, tu te dis, bah, gars, enfin, que tu comptes que sur toi-même, bah, ça fait quand même, t'as une maturité peut-être plus rapide, etc. Et ça te donne aussi cette niaque et cette envie de bouffer le monde et de réussir. J'ai l'impression d'être en face de Boris Cyrulnik qui nous parle de la résilience, là. Ah non, pas du tout, moi je suis pas résilient. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr que quand on a une enfance dégueulasse, ben ça ouvre plus les écoutilles et on est plus réactif. Mais c'est pour ça que je lui en et en veux même pas. temps, tes gosses sont pas des cons, les miens non plus. Non. Ils sont très pointus. Oui, mais, donc, mais non, tu parlais de mon père, je ne lui en veux pas aujourd'hui. On s'est rabiboché plusieurs fois. On est fâché aujourd'hui à date parce que il est pas, quand ma mère est partie, il est pas venu. C'est juste plus un côté, voilà. Mais bon, s'il m'appelle demain, bon, je lui en veux de rien, voilà. Mais c'est un con. Ouais, je sais pas si on peut dire que c'est un con, c'est un garçon qui a dû souffrir beaucoup de son père, qui a dû être Donc très il se maltraité. venge sur son fils. Oui, c'est un peu ça. Donc ouais. c'est un con. Ok, d'accord. T'es né à Paris, ça on l'a déjà dit. Oui, tu te répètes. Tu fais tes études à Neuilly-sur-Seine, bac économie, Doug. Ensuite, tu deviens agent immobilier. Mhm. Et là, toi qui pars de rien, tu te fais des couilles en or. Ouais, j'ai jamais vraiment été agent immobilier, j'étais plutôt marchand. Marchand Mais, de ouais, biens. Ouais, Pour mieux faire le mal. exactement. Ouh, quel beau jeu de mots, c'est antinomie. magnifique. Donc tu roules en Porsche, Entre autres. entre autres. Tu avais même une Twingo vert pomme, mais ça, Ouais, c'est trop pour jeter ça à la gueule des gens. exactement. Et un jour, tu fais un burn-out parce que t'es pas heureux et tu veux revenir à ta passion qui est la sculpture. Enfant, tu façonnais des animaux en pâte à modeler. Pas en pâte à modeler, en terre glaise. Et ensuite que tu faisais cuire au four. Tu sais, c'est un peu différent de la pâte à modeler parce que c'est un côté poterie un peu, quoi. Voilà. Tu faisais des capotes anglaises aussi. Des capotes anglaises, oui. Mais plus tard.
beaucoup plus tard. J'ai attendu un petit peu. Bien que j'étais très précoce, éjaculateur précoce. C'est tout à ton honneur que de changer de voix alors que tu as un confort énorme. Je pense pas que c'est un honneur, c'est un risque. C'est un Non, risque. mais c'est classe. T'aurais pu... C'est classe parce que ça a réussi. Mais non, ça mais aurait- attends, Richard, c'était là pour me contredire. Moi, j'ai Bah bossé oui, sur toi. mais tu fais chier. Non, mais Parce qu'à un moment, c'est pas beaucoup cool, de tu risques. vois. À un moment, je vais t'expliquer, tout le monde était contre moi. Les levées de boucliers qui s'insurgeaient contre cette décision parce que j'avais la vie parfaite, une belle femme, des enfants, j'habitais dans la plus bonne... C'est vrai que maintenant, ta femme est moche. Ouais, exactement. Dans la plus belle avenue du monde, avec des belles voitures. Avenue Foch. Une maison de campagne. Les gens, ils disent, mais gars, là, t'es complètement marbré, tu vas reprendre tout à zéro, tu vas foutre en l'air ce que t'as construit jusqu'à présent. C'était juste qu'il fallait avoir des couilles, mais les couilles, je les ai pas eues parce que j'ai des couilles. C'est un processus que ça a maturé, et je pense que ce burn-out, je l'ai fait parce que j'étais pas bien dans ma peau, et j'avais l'impression de perdre mon temps, quoi, d'utiliser mes capacités à 10%, et j'ai dit, bah, fuck. Et voilà. Et puis what the fuck, et puis je me suis lancé dans quelque chose qui n'aurait pu ne pas fonctionner. Donc, tu imagines un crocodile Mhm. et tu mets 2 ans à trouver la forme définitive. Mhm. C'est-à-dire que tu n'essayes pas de te lancer sur ta première épreuve. Tu es un perfectionniste Mhm. et c'est beaucoup 2 ans pour trouver. C'est énorme. C'est énorme, 2 ans. Mais en même temps, j'étais jamais satisfait. Et quand t'es sur ton premier truc, ton premier bébé, t'as envie qu'il soit parfait. Donc, je suis très exigeant avec moi-même. Du coup, je suis exigeant avec les autres. Mais c'est vrai que j'ai besoin trop maigre, trop truc, trop ci, trop cela. Donc, je refais des tirages, des moules. Et à la finale, quand j'ai trouvé qu'il était parfait à mes yeux, hein, parce que c'est très subjectif, eh bien, j'ai fait cette pièce. Et oui, c'était très long. Aujourd'hui, on peut créer une pièce en 15 minutes. Hein. Donc, Tu la tires à 2000 exemplaires, la première 1000. 1000 et tu vends tout. Et je vends tout. Ouais, en tout cas, après, j'ai eu de la casse, je sais pas comment faire, etc. En tout cas, je vends tout ce qui est disponible très rapidement. J'ai eu un vrai engouement les premiers jours. Le pourquoi, il est simple. Je pratique du dumping. Mon idée, puisque moi, j'ai pas d'idée j'ai fait l'école de commerce, tout ça, mais je me dis comment je vais faire, je suis pas connu, je suis personne. J'ai cette anecdote de ce galeriste qui me dit, écoute, ton œuvre, elle est top, on va la faire signer par un autre artiste qui est connu et on va s'en mettre plein les poches. Et du coup, je réfléchis, je me dis, ah putain, merde, j'étais dans le business, encore je me mets dans le business, tout le travail, pourquoi je l'ai fait, pour que un autre en bénéficie. Ah, ok, il y a toujours la part du gain, on me dit que ça va rapporter parce que le gars est connu et moi je suis rien. Et donc, je ne suis pas d'accord avec cette affaire. Finalement, je prends un choc, je réfléchis et je me lance moi-même dans cette aventure. Et donc, je vends les sculptures moins cher que leur prix de revient. Donc, ça s'appelle faire du Tu dumping. les vends 1500 balles. Non, moins, 900 balles. 980 balles, quelque chose comme ça. T'as un truc qui fait 1m10, les gens ils trouvent ça génial, dans une belle boîte un peu rough, le truc rouge, dynamique, la forme. Il faut dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça claque quand même, c'est sympa. C'est très très ça beau. Ça plaît, tu vois. Nous, on s'est connus parce que j'aimais ton travail, j'étais archi fan. Et quand on s'est croisés dans une émission de télé, je t'ai sauté dessus en disant c'est beau, je kiffe et tout, parce que je voulais que tu me fasses des prix déjà. Oui, bah déjà, oui. Déjà, je te grattais déjà. Oui, tu étais jusqu'à voler même. Mais bon, oui, c'est vrai, je t'ai volé une panthère. Oui, et je suis reparti chez moi à 30 bandes en scooter sous la pluie. Oui, tout à fait. Moi, je suis pas volé, tu m'as dit prends En ce que tu veux. scooter Tu m'as sous dit. la pluie, bon. Tu m'as dit Voilà. prends ce que tu veux, c'était tellement con. Oui, tu bon, ça c'était bien après, mais effectivement, oui, tout à fait, c'était dans le Croco, donc du coup qui séduit énormément, qui est une pièce qui est assez voilà, qui est assez emblématique, qui en plus qui faisait appel à plein de choses, le cerveau reptilien et puis un animal qui a survécu à tous les cataclysmes, puisqu'il a une origine de plus de 300 millions d'euros d'années. Le mec qui pense qu'à l'oseille. 300 millions d'années. Et du coup, ouais, donc l'œuvre est super et ça cartonne, les gens sont contents, on lance ce truc vraiment pas cher. Et donc, mon idée de génie, si on peut dire que je suis un génie. En toute simplicité. En toute simplicité, en toute humilité, parce que, évidemment, en tant que divinité, je suis là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que ça a plu parce que c'était malin aussi, parce que t'en avais pour ton argent quelque part. T'as une belle pièce, sympa, pour moins de 1000 balles. Si tu vends à perte, Oui. pas en Australie. En Australie, hein. bien Ouais, évidemment. Hein, ça, si tu vends à perte, bien sûr que les gens, ils en ont pour leur argent. Voilà. Mais c'était très, très, très malin parce que c'était un investissement. Ça t'a fait connaître. L'objet était très, très beau, accessible et tu passes d'entrée de jeu pour le mec qui démarre et qui vend tout. Ouais, exactement. Et ça plaît pas à tout le monde, bien évidemment. Bon, tu connais la suite. Après, tu enchaînes. Donc, le Kong. Alors après, mon idée, c'était pas le Kong. Mon idée,
Alors d'aucuns auraient dit, bah on va surfer sur le crocodile comme beaucoup d'artistes avec une seule pièce, ils ont des périodes, et puis ils restent, tu peux rester 10 ans sur la même pièce. Et mon idée à moi, ma deuxième idée, on va dire un peu intelligente, j'ai pas beaucoup d'intelligence. Rajoute mon idée à moi que j'ai eu personnellement. Mon idée à moi que j'ai eue personnellement, intrinsèque, c'était effectivement de tout de suite repartir sur prendre le risque de refaire une autre créature. Ce qui est risqué aussi, parce que s'il y a un truc qui fonctionne, c'est dur de faire un deuxième truc qui fonctionne. Quand tu fais un tube dans la musique, c'est dur de faire un deuxième tube. Et donc, du coup, j'ai créé la Panthère, qui a été aussi un truc Sublime. qui a cartonné. Et ensuite, le Kong, dont tu as parlé, qui est devenu l'œuvre iconique la plus vendue au monde et la plus copiée, surtout au monde. Ah oui. Tu sais, quand je vois des copies merdiques, il y en a partout. Mais tu vois, je te fais des photos à chaque fois. C'est vrai. Je t'envoie des photos. Ouais. Et l'autre jour, on était avec Roman dans l'avion. Il y avait un mec, il avait une casquette Orlinski. Ouais. Donc, on lui photographie le crâne pour te l'envoyer. Après, on arrive à Nice. Bon, là, c'est une vraie sculpture à l'aéroport de toi. Mais dans des galeries, on tombe sur des copies, mais d'une laideur. Il y en a partout. Et je te les envoie tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant, la copie, parce que, tu sais, c'est drôle. On a fait une petite étude et le Kong, pas le reste de mon œuvre, mais c'est l'œuvre d'art la plus copiée au monde depuis l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai, ça, et ce qui est assez drôle, parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre plus que 100 € sur une sculpture qui est un faux. Tu vas à Dubaï, t'as des mecs qui ont des maisons à 7 millions, 10 millions de dollars, ils vont tout un faux Kong de 2 mètres, parce qu'ils en ont rien à foutre que ce soit Orlinski ou pas Orlinski, ils se disent, ça va me coûter peut-être 30 000 ou je sais pas combien, mais ils sont prêts à mettre 30 000 un truc qui vaut rien. Pour pas mettre les 70 000 ou les 100 000, j'en sais un peu importe le montant, mais c'est-à-dire que leur œuvre, une fois qu'elle est sortie, ils peuvent même pas la revendre, ils peuvent rien en faire. Mais il y a une culture comme ça, un petit peu de télé-réalité, un peu on va dire de gens un petit peu des nouvelles fortunes, qui sont prêts à acheter n'importe quoi. Et ça peut donner du grain à moudre à tes détracteurs. Certains de tes détracteurs qui disent que c'est de l'art commun à consommer pour les gens qui n'ont pas modération. de goût, tu vois ce que je veux dire, ouais. Un peu vulgaire, un peu... Oui, bah, j'ai tout entendu, décorateur, qui vient tout droit des bazars chinois ou des duty-free chinois, j'en ai eu beaucoup, mais c'est drôle parce que j'ai fait une autre émission il y a pas longtemps et je regarde les commentaires. J'ai eu hier soir, je trouvais que j'ai lu les commentaires et je vois la haine et la jalousie des gens incroyables. Mais t'as quand même beaucoup de gens qui me défendent aussi. J'ai beaucoup de gens qui me supportent en anglais, enfin qui me soutiennent. Et c'est vrai que c'est drôle de voir la jalousie sur les réseaux. C'est incroyable, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Parce que finalement, bon, bah, on s'en fout, quoi. Fais ta vie et voilà, quoi. Tes œuvres sont partout dans le monde. Alors, il y a un côté friqué quand même. T'es beaucoup dans les stations de ski UP. C'est quand même un peu hype, il faut du blé, ça coûte cher, l'art. Mais comme t'es pas con, tu décides de démocratiser l'art et de faire des œuvres accessibles à tout le monde. C'est qu'on peut s'offrir un Orlinski pour 20 €, un porte-clés, des petits trucs. Tu fais une collaboration avec Disney, où les gens qui ont payé 50 balles un petit Mickey, aujourd'hui c'est introuvable et ça vaut beaucoup plus. Exactement, ça vaut beaucoup plus cher. Ouais. Donc c'est là où moi qui te prenais pour un con, je me rends compte mais que... tu peux toujours me prendre pour un con. J'ai pas changé. Compte que... Moi, tu es un connard. Un Kong, tu me prenais. Non, mais c'est très intelligent, cette démarche. Écoute, alors... Tu n'exclus pas les gens, quoi. Non, je suis pas les gens. Non, mais déjà, la démarche d'exposer à ciel ouvert, c'est une démarche déjà qui est altruiste. Parce que quand tu rentres dans un musée, il faut payer. Là, donc, tu me parles de sommets, de stations de balnéaire UP, mais je vais un peu te contredire parce que je fais aussi des endroits moins UP. Et t'as fait les Champs-Élysées il y a un an. Les Champs-Élysées, mais j'ai aussi fait des stations, des mines de charbon qu'on a réhabilitées du côté de Lens. On a fait des quartiers défavorisés. J'ai fait des opérations. J'ai fait beaucoup aussi d'autres choses. Je sais pas, mais c'est le contraire. Te sens pas attaqué. Mais je ne suis pas attaqué. C'est pour dire qu'il n'y a pas que les stations UP, mais en plus de ça, on s'en fout où sont exposées ces œuvres. L'important, effectivement, c'est que les gens, ils adorent se prendre en photo, gratos. Ils ont pas besoin, et même s'ils connaissent pas, il y a une émotion, les enfants jouent parce qu'il y a un côté, c'est un art qu'on peut qualifier de facile, avec une lisibilité immédiate, mais une émotion immédiate. Et tous les gens qui critiquent, je m'en fous parce que c'est une émotion qu'elle soit négative ou positive, ça reste une émotion. Ce qui sera embêtant, c'est que les gens passent devant et ne disent rien. Mais si quelqu'un dit, oh là, qu'est-ce que c'est moche. Mais non, c'est beau.
Et puis ça parle à tout le monde parce que tu fais des classiques, tu fais des animaux qui sont des classiques. Absolument. Le loup, la panthère, le lion. Oui, puis j'ai fait. Pourquoi tu fais pas d'éléphant? Ça manque, ça. Mais j'ai fait un éléphant, bien Pourquoi je évidemment. le connais pas, moi qui m'intéresse à toi? Il a pas marché, l'éléphant. Si, j'ai fait un éléphant, il a marché, il avait 4 pattes d'ailleurs, et une trompe, mais il a marché. J'ai fait un éléphant, et je voulais juste rebondir, avant de finir sur les éléphants, sur ce que tu as dit sur le rendre l'art accessible. C'est vrai que c'est Disney qui m'a donné cette idée, en vendant pour quelques dizaines d'euros des sculptures de Mickey qui effectivement s'arrachent. Mickey bleu. Oui, Mickey bleu sorcier, le Mickey sorcier. Mais après on a fait Simba, on a fait d'autres persos et d'autres caractères. Et du coup, moi ça m'a donné l'idée. Je dis mais si ça plaît tellement et à tout le monde comme ça, pourquoi ne pas aussi faire des œuvres à moi moins chères? Donc j'ai créé un système avec un shop, avec des drops où on peut effectivement. Et les gens, si tu vois les collections qu'ils ont chez eux, ils sont tellement contents de pouvoir avoir des. Et en réalité, au début, mes galeries me disaient ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Tu pas cher, tu dévalorises le truc et tout. Et quand tu vois que finalement, ça devient ils sont fédérateurs. C'est des gens qui sont qui cooptent finalement, parce que t'as parfois effectivement, selon les classes, t'as l'employé de maison qui va collectionner ça, et ensuite, et en fait, il y a une fierté réciproque entre les mondes, et c'est des mondes au contraire qui se. Tu as permis de démocratiser le statut de collectionneur. Exactement. C'est-à-dire qu'un type très friqué peut collectionner des Orlinski, et un mec qui gagne le SMIC, il peut collectionner des Orlinski. Et les mecs très friqués, leurs enfants, ils achètent les petits Orlinski. Et même eux, ils sont contents d'avoir aussi les petits, parce que même les très friqués, ils achètent la sculpture. Et aussi, ils sont très contents de faire des cadeaux. Parfois, il y en a qui me disent, t'as pas des bougies, parce que quand je vais en société, je voudrais offrir la bougie Orlinski. Donc t'as tout un espèce de. Ah, parce que tu fais tout aussi, on te reproche aussi de tout faire. Tu fais des collabs avec tout le monde. Oui. Et tout le monde, non. Toujours des collabs qui ont du sens, mais pas avec tout le monde. Je refuse 10 collabs par jour. Lesquels t'as refusé? Des tonnes de collabs, parce que d'abord, soit on partage pas les mêmes valeurs. Il n'y a pas des collabs que t'as regretté? J'ai regretté, mais une collab que je regrettais de pas avoir accepté, je vais la faire avec eux là dans pas longtemps. C'est qui? Il y a une dizaine d'années. Alors cite-nous, pardon de te couper, cite-nous des collabs connus. Il y a eu Disney, que j'ai fait ou que j'ai pas fait. Il y a eu les montres, il y a eu les blousons. Alors j'ai fait les marques, on peut citer des marques. Donc j'ai cité Hublot, Lancôme, Porsche, Maserati, je fais du rhum, la Dictador, Bic. J'ai réinterprété les friges pour les Jeux Olympiques françaises. Je suis le seul artiste à avoir fait les friges en sculpture. Il y en a qui te disent c'est trop et ça manque de discernement. The Couples. Ça manque de discernement. Parfois, il y a des marques qui sont... pardon, mais ta collab Tampax avec le gorille et non, j'ai pas fait Tampax, c'était OB. Oui, enfin la ficelle qui sort de l'entrecuisse du gorille, c'était pas d'un goût. Non, c'est vrai que c'était pas d'un goût, mais ça je l'ai pas fait pour l'instant. Mais bon, c'est peut-être que je le ferai un jour. J'ai refusé, puisque je vais rebondir sur quelque chose d'intéressant. J'ai refusé une marque qui faisait des objets sexuels. Voilà, c'est mes équipes qui n'ont pas voulu. Mais moi, je trouve que c'est très drôle, le God Orlinski. À facettes. Mais je trouve ça, tu sais, quand j'étais à Amsterdam et j'ai vu dans ces boutiques, c'était comme une boutique Hermès où ils te présentaient les trucs un peu comme ça. Oui, enfin, celle à Crade, c'est des boutiques Herpès. Hein. D'accord. C'est des jouets qu'il faut laver. D'accord, ok. Le marché de l'occasion est dangereux. On peut parler. Hein. Et donc du coup, en fait, c'est pas un non, d'accord, c'est un interview, c'est un monologue. Et du coup, pour revenir à une collab que j'avais pas voulu faire à l'époque et qui revient aujourd'hui, on m'avait proposé de faire un truc avec les fromageries Belle. Et à l'époque, je disais la vache qui rit. Vache qui rit et Babybel. Et donc il y a une dizaine d'années, on m'a dit ça te plairait parce que je suis très en contact avec les. Donc je vais pas faire un fromage. Et aujourd'hui, je fais une collab avec Vache qui rit. Je vais faire une collab avec Vache qui rit et Belle. Et je trouve ça génial. J'adore. Tu rentres dans la pop culture. C'est Benjamin Rabier qui avait dessiné la Vache qui rit. Je ne sais pas, je ne le connais pas, mais je le salue. C'est un grand affichiste du 19e siècle. C'est certainement. Et toi, tu vas revisiter. J'adore ce mot qui sert à toutes les sauces, revisiter. Tu vas revisiter la Vache qui rit. Tu vas la faire à facettes avec les boucles d'oreilles. On vient de commencer à travailler dessus. On va voir. Mais on a plein d'idées. Tu sais, je m'en réjouis. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas en bouffer. Parce que je vais l'avoir chez moi. Bah oui, c'est normal. La Vache qui rit. Mais non, du Orlinski. Ah merde, pardon, j'ai pas compris. T'en as déjà un petit peu. Oui, j'en ai un petit peu, mais je suis collectionneur. Et puis tu sais, quand on te connaît et t'es tellement con que tu offres beaucoup, que c'est plus facile de collectionner du Orlinski quand on connaît l'homme.
Alors, il y a un truc aussi qu'il faut dire. Tu es d'une générosité qui confine à la bêtise, parfois. Pas loin. Et tout ce qui est caritatif, tu dis oui à tout. Presque. Oh, franchement. Non, presque. Oui, presque, mais... Bon, on essaye. Écoute, tu sais, moi, je pars d'un postulat qui dit que on est quelque part des privilégiés, on a de la chance de recevoir. Donc, je pense que quand tu as la chance de recevoir, eh ben, il faut savoir donner. Voilà. Et donc, je suis d'accord avec toi. Il faut que la notoriété serve à rendre un peu ce qu'on a eu la chance d'avoir. Et nous, on donne effectivement par argent, par sculpture, et puis par des opérations qu'on fait. Je fais beaucoup d'opérations caritatives, des ateliers pour les enfants. Je fais beaucoup de missions. Je trouve que c'est important. C'est un truc important. En plus, quand t'as des gosses. Et on te reproche aussi le fait que tu te disperses. Tu ne te consacres pas qu'à ton art, tu as plusieurs casquettes, tu fais de la musique. Moi, tout ça, c'est de l'art. Oui, j'entends bien, mais je vais dire, tu as fait un spectacle à l'Olympia, tu as fait l'Olympia. Quel sculpteur a fait l'Olympia? Je t'ai vu à l'Arena, à Cor-Hotel, je t'ai vu mixer devant 12 000 personnes. Quel sculpteur mixe devant 12 000 personnes? Tu veux tout faire aussi. Ouais, il y a un côté un peu touche à tout, mais... T'es aux grosses têtes. Ouais, mais c'est T'imagines Rodin aux grosses têtes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est le côté 360, moi, qui me plaît, c'est de me lever le matin et de savoir que je vais encore faire quelque chose de nouveau, de m'émerveiller de toujours être un enfant qui rêve. Et là, on a un dessin animé en projet. Enfin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des choses qui me plaisent, mais c'est pas faire pour faire, c'est faire des choses qui ont du sens. En tout cas, c'est essayer de donner et de partager de l'émotion avec le plus grand nombre. Tes projets, c'est quoi? De faire un film avec toi. Ah voilà, le cinéma maintenant. Ouais. Et même, je suis sûr que tu auras envie de faire l'acteur. Ouais. On m'a proposé un truc d'ailleurs dans un film américain de jouer mon propre rôle, une histoire, un thriller et une histoire de drogue, de trafic, etc. Ils en ont marre des braquages et donc ils ont trouvé que l'idée était intéressante de travailler sur juste des sculptures, enfin tout un tas de trucs, tout un tas autour justement de l'inviolabilité des œuvres avec les certificats numériques comme les NFT, le métaverse, plus les trafics justement de narcos qui peuvent pas transiter par les œuvres d'art, les enlèvements. Enfin, il y avait un truc que j'ai trouvé assez drôle et voilà, je joue pas un petit rôle, mais je joue un petit rôle dans un film américain, ce qui est plutôt pas mal. T'as une galerie en face de l'Élysée pratiquement. Ouais, au 68 rue du Faubourg Saint-Honoré, pour ceux que les gens ont envie de les voir. Que j'adore. Mais alors, Macron qui flippe, Macron qui est un pote à toi, que tu tutoies, que tu l'as connu. Plus Brigitte que... je suis plus proche de Brigitte que d'Emmanuel, mais... je voulais pas rentrer dans ce débat, mais puisque tu y vas tout seul. Ouais. Ben non, c'est vrai. Brigitte me soutient depuis très longtemps. Elle a été toujours une des fidèles, on va dire, admiratrices de mon travail. Et voilà, je la connais bien avant qu'elle soit. Je l'ai connue bien avant qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc Macron, qui est de moins en moins populaire, il a fait bloquer la rue, donc ce n'est plus piéton maintenant. Il faut faire un détour même en voiture. C'est vrai. Et toi, c'est pas un manque à gagner terrible pour ta galerie? Non, parce que dans le détour, t'es obligé de repasser par devant la galerie. D'accord. Je me suis arrangé, t'imagines bien. Comment se porte le marché de l'art en ce moment? Le marché de l'art a pris une vraie claque, mais comme l'industrie du luxe, comme tout, c'est normal. Il y a une crise mondiale qui malheureusement subit une crise mondiale de plein fouet. Tu peux dire un pourcentage? Écoute, j'en sais rien, mais c'est vrai que je pense que on est de l'ordre à... Je parle du marché de l'art, je parle pas de moi, ma spécificité. Ouais. Je pense qu'on est à moins 30, 40, 50% de chiffre d'affaires pour toutes les boîtes qui sont dans l'industrie. L'art, le luxe, ils ont des réserves moins touchées, mais même des marques de luxe, dans des groupes très prestigieux qui prennent des gros bouillons et des marques qui ont explosé ces dernières années, qui sont en train de prendre des vrais revers de médaille. C'est chaud. C'est chaud. Moi, ma chance, si tu veux, c'est que justement, à force de déranger tout le monde et dans plusieurs domaines différents, et avec toutes les collabs que j'entreprends, on est plutôt plus demandé qu'avant. Moi, j'ai une espèce de... pas de développement inverse. Il y a moins d'argent, donc les collaborations sont peut-être moins rémunératrices. Mais aujourd'hui, on est très, très sollicité par des immenses marques. Et on a la marque Orlinski aujourd'hui, elle est à son apogée. On est vraiment... j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des demandes... dans tous les sens, pour plein de choses, et ça me passionne, parce que même de rentrer chez monsieur et madame tout le monde pour des choses cons, comme j'ai fait du chocolat par exemple, tu vois, ça c'est des trucs j'adore ces trucs. Pour moi, il y a rien qui est dénigrant, quoi, tu vois. Donc j'ai un autre ami sculpteur,
Philippe Gueluc, Mhm. qui va avoir un musée de son vivant. Mhm. Le musée se fait à Bruxelles. Tu penses que toi, tu auras un musée de ton vivant, ce qui finira d'achever tes détracteurs, les gens qui t'aiment pas? Écoute, je pourrais avoir un musée dès maintenant de mon vivant, mais j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais laisser à mes enfants. Et voilà, après, si j'ai pu marquer un petit peu ce monde de mon empreinte, c'est une bonne chose, mais c'est pas une chose c'est pas mon ego qui est flatté par tout ça. Maintenant, qu'il y a un musée Orlinski, parce que je pense qu'il va y avoir des musées Orlinski, mais c'est pas tellement pour le fait d'avoir un musée Orlinski pour une consécration, c'est plus pour faire vivre une expérience immersive avec les 5 sens, avec toutes les nouvelles tech que je développe, avec la 3D, avec mes films d'animation, de la musique que donc c'est plutôt une espèce de boîte événement où tu vas pouvoir faire vivre aux gens et partager quelque chose de fou, de faire une expérience folle à quelqu'un, mais c'est pas dans le sens d'avoir son musée Orlinski avec vous avez là à droite le truc, ça j'en ai strictement rien à foutre. Pour les gens qui pensent que l'art, c'est une valeur refuge, tu penses que Orlinski, ça va monter ou ça va descendre? Bah, si t'arrives à me flinguer avant que je sorte d'ici, ouais, ça risque de monter, ouais. Mais Et si non. tu vis centenaire? Si je Comme vis centenaire, Soulage. Comme Soulage, ouais, c'est vrai. Non, je pense que la cote Orlinski elle est déconnectée de ce fait que je sois vivant. Ça devient une entité à part entière. Et Mais tu vois, toi, les cotes, ça monte, ça descend? ouais, non, mais ça monte, ça tient. Bah, tu sais, moi, je regarde encore. Parce que les gens qui t'aiment pas disent, ouais, ça va s'effondrer. Non, il y a qui disent que ça vaut déjà rien, t'inquiète pas. Et même les gens, en 2010, il y avait un article dans les Échos qui disait Orlinski, par un expert de chez Arcurial, Orlinski, c'est un phénomène qui dure depuis quelques mois, qui a été en tout cas gonflé par des footballeurs fortunés, et dans 6 mois, on n'en entend plus parler. C'était en 2010, bon, en 2025, ça va, quoi, ça passe. Mais les gens qui disent que ça valait rien, il faut qu'ils aillent dans ta galerie, parce que ça vaut pas rien, chaque objet a un prix, et Oui. on a envie de tout acheter. C'est gentil, et puis il y a beaucoup. Non, mais quand on aime ce style, hein, Bien il sûr. y a des gens qui peuvent être insensibles. Mais c'est même pas un style, je crois, parce que j'ai réussi. Ah, si. Il y a un style, mais je pense que j'ai réussi Toi, aussi. tu m'as contredit pour rien, là. Ouais, c'est vrai, j'ai conneries. Non, il y a un style reconnaissable Orlinski, mais moi, je m'attache aussi à cette liberté. Tu vois, d'autres artistes, alors il y en a peu que j'aime, je vais pas les citer, mais qui ont des styles qui sont très reconnaissables et qui vont toujours être prisonniers, ils vont pas pouvoir en changer parce que dès qu'ils Comme vont. Hirsch, par exemple, ou... Non, à qui tu pensais? Non, parce que je m'en fous, c'est un vivant et il est encore, donc j'ai pas envie, je pourrais en citer d'autres, mais dès que tu sors de ta zone de confort, de ce que les gens attendent, c'est fini. Alors que moi, je m'aventure, je l'ai critiqué pour ça aussi. Sur d'autres trucs, j'ai fait une recherche sur les hommes, donc je fais les êtres humains. Sur les obs? Les hommes, les man, les hommes, les men. Oui. Voilà. Et donc, du coup, ça ressemble pas au style habituel à facettes, il y a pas de facettes. Enfin, tu vois. Tes jeans ne ressemblent pas Voilà, au exactement. Kong. Et donc, je m'aventure sur des choses, je sais pas, moi, il y a un moment, ça m'intéressait beaucoup la guerre froide. Donc, j'ai fait des recherches sur la guerre froide, j'ai fait revivre des pilotes de MiG à travers des casques, avec des vidéos. Enfin, je m'aventure sur plein de domaines, sur le réinterpréter la mort en joie. J'ai fait des skulls, mais avec une vitesse. Et donc, toujours dans le positif, dans le traitement du négatif par le positif. Mais voilà, donc l'idée c'est que j'ai plein de styles et j'ai effectivement toujours un fil conducteur qui fait que, mais c'est pas forcément, tu vois, un truc qui me bloque. Je suis assez libre. Là, t'en es où de ta carrière à tes yeux? T'es arrivé là où tu voulais aller ou c'est que le commencement? Ah, moi je suis au début. J'ai rien fait. J'ai l'impression d'avoir tout à faire. Le monde est tellement vaste. Il y a tellement de choses à faire, tellement de pistes à explorer. Ça va tellement vite aujourd'hui que, non, T'as conscience d'avoir réussi quand même. J'ai réussi quelques trucs. Bah, déjà, le fait d'être là aujourd'hui avec toi, c'est une vraie réussite. Parce que pour moi, mon rêve. Il me lèche le cul, mon copain, il me lèche le cul. Mais non, mais mon rêve, c'était de rencontrer Laurent Baffy et je l'ai rencontré, voilà. Fais le tour de mon anus, t'as pas fini. Non, mais bah bon. dis donc, je vais être tout propre. Bah oui, hein. Non, mais en réalité. Et non. tu veux pas me sucer les boules maintenant? T'es suce-boule aussi. Je ne sais pas faire ça. T'es pas que lèche-cul. Je ne sais pas faire ça. Et tu penses qu'il y a des choses que t'arriveras pas à faire? Bah, évidemment. Ça serait. S'il y a des choses. Non, mais des choses que tu aurais envie de faire. J'espère que non. Je te donne un exemple. Vas-y. Avoir une œuvre monumentale. Alors évidemment, pas la Statue de la Liberté, mais déjà t'es pas encore dans le gigantisme, mais tu es dans le XXXL avec tes statues. Est-ce que tu as un projet démesuré de ce style? Bah, j'ai un projet qui est démesuré,
Malheureusement, pour l'instant, c'est confidentiel, je ne peux pas en parler. Mais non, mais juste à moi, personne nous écoute. Oui, bien sûr. C'est le début du podcast. Qui parle du c'est quelque chose qui rentrerait dans le patrimoine français, qui te plairait beaucoup, je t'en parlerai en off, et qui serait une manière, en tout cas, un petit peu de rentrer dans l'histoire de France. Et voilà, donc mais c'est un projet qu'on m'a proposé, j'ai accepté parce que j'étais fier. C'est quoi, ce serait une Marianne? Non, Marianne me l'a proposé, puis le ministre qui me l'a proposé, il a sauté. Donc, C'était qui, le ministre? C'était Olivier Véran, et puis il a été remplacé quand c'est lui qui gérait. Ça aurait été beau, une Marianne. Ouais, on avait bossé dessus, puis après il y a eu un nouveau ministre, donc voilà, c'est pas fait. Mais il y a des choses, et puis j'aimerais bien faire, j'ai une œuvre monumentale qui est triple 70 XL, par exemple, qu'on fait pour Burning Man, qui est un truc qui fait 70 mètres de haut, voilà. C'est un festival, Burning Man. Exactement. En Californie. Exactement. Dans le désert. Exactement. Tu as été là-bas? Ouais. Alors raconte, parce que moi je rêve d'y aller, je pense que j'y arrive jamais. Tu te drogues pas? Non. Bon, ça va alors. Non, bah écoute, c'est un truc de fou. T'as plein de camps différents. Tu vis pendant. Voilà. La référence est. Non, c'est des camps. Il faut faire. Par exemple, il y a Guy la Liberté qui a son propre camp avec tous les gars, tu sais, qui viennent du Cirque du Soleil. Ouais, du Cirque du Soleil. Articule, parce que Guy de la Liberté. On a combien on l'a metté. Guy la Liberté. Articule. Oui, bah je fais pas de la radio, moi. C'est pas comme si je faisais les grosses têtes. Ouais. Donc Guy la Liberté. Oui, t'as plein de. Non, mais c'est drôle. T'as des concerts, des DJ. À la fin, ils brûlent une œuvre monumentale et puis tu vis comme les hippies. T'as rien, t'as l'eau. Faut que t'amènes ton eau. C'est des énormes jerrycans pour avoir ton eau. Ah, moi aussi, jerrycan quand tu parles. Oui, bah, je joue forcément. avec les mots, t'as vu, je oui, Et il y a des toilettes communes? Oui, voilà, il y a des toilettes, c'est pareil. Tout est assez. Alors attention, par exemple, Guy, lui, il a sa roulotte de luxe. Archi-milliardaire. Il a un truc de malade. Il a un truc. Tu rentres t'as pas dormi dans une tente, toi, me prends pas pour non, pas du tout. Mais bon, en tout cas, Guy la Liberté, il a un des plus beaux wagons qui soit, quoi. T'as des goûts de luxe aussi, Richard? Non, pas du tout, non. Quoi comme goût de luxe? Bah, t'aimes bien voyager en première, t'aimes bien. C'est quoi ça? Première, c'est quoi ça? En business, je sais pas, t'aimes bien profiter de la vie. Joue pas au petit épicier modeste. Bah, non, mais ça s'appelle pas des goûts de luxe. Il n'y a pas de honte à profiter de la vie quand j'assume tout ce que je fais. Ouais. Et j'assume, je pense. Je veux dire, t'aimes bien les beaux hôtels, les beaux avions, les belles bagnoles. J'ai travaillé, je me tape, je travaille beaucoup, je suis un énorme bosseur. Et effectivement, j'aime faire les choses dans des bonnes conditions. Donc effectivement, je peux voyager en jet privé, je peux voyager en première classe, je peux voyager, j'aime bien faire profiter aussi ma famille de ça ou de mes amis. D'ailleurs, si tu veux évidemment venir dans le prochain voyage, ça avec grand plaisir. Et voilà, c'est juste que je pense que la vraie liberté elle est là. Le vrai luxe c'est ça, c'est de pouvoir effectivement voyager. Je pense que voyager dans des bonnes conditions, tu vois, typiquement c'est un truc intéressant. C'est un luxe, mais c'est une vraie liberté parce que t'as pas le même voyage. Si tu te tapes 20 heures pour aller je sais pas où en first, t'y vas pas. Bah oui, parce que c'est pas les mêmes conditions. T'arrives, t'es frais, et puis quand tu bosses aussi, t'es quand même mieux. C'est là où les gens sont cons. Les gens qui voyagent dans la bétaillère à l'arrière, ils ont pas conscience qu'ils arriveraient beaucoup plus reposés s'ils étaient en first. Ah bah ils gagnent 2 jours. Et ils prennent des billets pas chers, c'est stupide. Ils sont stupides. Non mais le pauvre ne réfléchit pas. Ouais, le pauvre ne réfléchit pas. Le pauvre c'est quand c'est le riche, parce que t'as beaucoup de gens qui ont de l'argent qui font aussi ça, quoi. Moi j'en connais plein, ouais. Ils sont très radins, qui sont bourrés, Le problème c'est que l'argent, ça sert, mais faut s'en servir, faut en profiter. Et que moi j'ai des potes qui ont 10 ou 15 fois ou 20 fois ou 100 fois ou 1000 fois ma fortune et qui eux voyagent, sont capables de retrouver à voyager effectivement avec en éco et voilà. Toi tu prends pas beaucoup de vacances? Peu. Tu te fais vite chier en vacances? Ouais, je fais des courts séjours. C'est quoi tes vacances idéales? Tu vas où? Écoute, c'est pas très politiquement correct, mais j'ai passé des très très belles vacances avec mes enfants. J'ai fait un concert parce que je suis aussi DJ à Disc jockey, ouais, à Bangkok l'année dernière pour le Nouvel An thaïlandais, qui n'est pas du tout le même Nouvel An. Non, il y a des enfants au Nouvel An thaïlandais. Ouais. D'accord. Donc là, en fait, c'est pas la même date. C'est la fête de l'eau. J'ai joué devant 40 000 personnes. Et après, je me suis dit que j'avais pas envie d'aller en Thaïlande parce que j'avais été assez déçu de mon précédent voyage. Oui. Et donc, je les ai emmenés. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et j'ai emmené mes enfants. T'as emmené tes enfants pour pas être déçu par les produits locaux. Voilà. Et j'ai emmené mes enfants. Oh, c'est pas très 2025, cette vanne. Non. Et j'ai emmené mes enfants aux Maldives, dans une île assez sportive.
Et on a passé des vacances incroyables dans une maison incroyable, seul. Mes enfants sont musiciens, donc Mais tu vois, on a là, ça, chanté. les pauvres ne le font pas. Non, on a joué de la musique, mais j'ai fait un échange qui m'a plu j'ai fait un espèce de petit échange qui m'a plu, qui m'a en tout cas permis de payer une partie de ce voyage parce que c'était quand même très très cher pour le coup. Faut dire, T'as échangé c'est quoi? démesuré. L'image. Ah, De l'image. Et du coup, on s'est retrouvés tous ensemble à composer des sons, à faire des feux, à être sur la plage seul, enfin vivre des trucs un peu incroyables. Et voilà, ça pour moi c'est un bon souvenir de vacances parce que je me suis retrouvé seul avec mes enfants dans un endroit paradisiaque. dans un paradisiaque. Et en fait, j'avais été déjà 2 fois avant et j'étais malheureux parce que j'ai dit putain, j'ai pas amené mes enfants là. Et j'avais une frustration et j'avais une angoisse de me dire, je suis là, moi je suis dans ce truc-là, mais je suis pas, mon Tu plaisir, partages pas avec les gens que tu mon aimes. plaisir n'est pas complet. Parce que j'ai pas mes enfants. Bon, peut-être que les filles avec qui j'étais à ce moment-là, je sais pas, c'était peut-être pas non plus. Voilà, mais en tout cas, celles qui se reconnaîtront, c'est bien toujours un petit tacle, ça fait toujours du bien. Et Oui, parce que quand t'emmènes une amoureuse aux Maldives et que tu te rends compte que ça le fait pas, ça Ouais. doit être très décevant. c'est très non? compliqué. Pas de sens, c'est compliqué. Parce que tu peux pas lui dire au bout de 2 jours. Bah rentre, oui, bah voilà. Ouais, raconte ça, c'est j'aime bien ça. compliqué. c'était- Ah, t'aimes bien. J'aime bien cette déception. Non, c'est pas la déception, c'est que je suis parti, la dernière fois que je suis parti aux Maldives, c'était avec une de mes ex-fiancées, et c'est vrai que bah je pense qu'il faut être très 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 amoureux quoi quand t'es là-bas, mais c'est paradisiaque. Et du coup, bah c'est vrai que bon, quand ça se passe, que t'as des petits soucis, et que ça se passe pas comme Quel tu le genre veux de dans ton petits couple. soucis? Donne-moi du croustillant. Pour Bah, du vraiment- croustillant, quand t'es H24 avec quelqu'un, bah, il faut avoir de la discussion, il faut baiser, il faut, enfin, tu vois, il y a plein de choses, il faut faire plein de choses intéressantes. Et puis à un moment, bon, bah, c'est Parce compliqué. que la fille voulait pas faire l'amour. Si, elle était très disposée. Mais après, bon, bah, voilà, c'est le fait, Et toi, quand elle parlait, tu débandais. quand elle parlait, je demandais, ouais, ça Tu doit être n'avais ça. pas de connexion. Non, il y a eu des connexions, mais à un moment, voilà, je pense qu'il faut être vraiment, c'est des endroits où il faut vraiment être très connecté, quoi. Et c'était un moment de la période de la relation, on était un peu moins connectés, donc c'était un peu compliqué. Voilà. Ça, En tout tu cas, moi, j'avais une espèce de mal-être de ne pas avoir amené mes enfants là. Et donc, quand j'ai pu réaliser ce rêve, de les amener là, ils m'ont dit, papa, c'est mes meilleures vacances. Parce qu'on a tout était, c'est un hasard, tout s'est bien passé. C'était plus sportif, tu vois, il y avait un paddle. À l'avant, c'est que c'était pas le paddle. Il y avait, donc, j'ai 3 gosses qui jouent au paddle, donc ça faisait 4. On avait, enfin, il y avait tout. Il y avait les bateaux, il y avait un sous-marin où tu pouvais, enfin, Ah voilà. oui, par personne. Par personne, bien évidemment. Et c'est très drôle parce que pour la petite anecdote, la personne qui m'a conseillé d'aller là-bas, c'est Nabila. Donc tu vois, parce que j'ai vu sur les photos, elle était là-bas, je lui ai demandé si c'était bien, elle m'a dit oui, c'est génial. Attends, Nabila. tu dis pas ça pour me faire rêver, tu connais Nabila? Ouais, je sais que je te fais rêver. T'es sérieux? Ouais. Non, Richard, genre. Ouais, genre, ouais. Genre, Elle tu fait retournes ton téléphone, Ouais. tu composes. Mais Nabila, j'ai fait la sculpture de Nabila, mon petit chéri. Ah, J'ai attends. sculpté Nabila. Ah bon? Oui. En quoi? À la base, on l'a fait en résine. En résine? En résine. Parce que Nabila en résine, ça doit être laid, non? Non, c'est en résine. En résine. Voilà. Donc, tu peux, s'il te plaît, appeler Nabila avec le haut-parleur pour Ouais, voir si tu pour es un dire mytho quoi ou quoi. Non, ce que tu veux, coucou, et tu raccroches. Bah non, je vais pas appeler Nabila. T'as pas de couilles ou alors tu mens. Hein? Tu mens. Monsieur, je peux montrer son téléphone si tu veux. Non, Et- je voudrais et que tu nos- et l'appelles. nos derniers Si elle échanges. dit allô, ça me bat. Ah, bah, j'ai pas eu le temps de me dire qu'est-ce que tu veux. Tu lui dis, je voulais juste te faire un coucou. Hein? Voilà, Nabila, tu vois, regarde, on se parle, tout ça. C'est Nabila. Appelle-la, s'il te plaît. Tu vois, regarde. Elle Vas-y, fait fais des pas ta cœurs, pute, tu vois. appelle-la. Et puis, elle a une sculpture à moi. Elle a une sculpture, elle a un Kong. Elle m'a acheté une sculpture aussi. Richard, appelle-la, c'est long. Non, on va pas l'appeler. Mais si, tu me la Mais passes. non, j'ai pas envie de l'appeler. J'ai pas appelé depuis des mois, j'ai pas envie de l'appeler. T'es un mytho. Non, j'ai pas de T'es un couilles. mytho. J'ai pas de couilles. On va faire un tu préfères. Moi, je t'ai appelé la dernière fois avec quelqu'un, t'as pas répondu. Bon, bah voilà. Tu préfères à vie écouter Carmen de Bizet Hum. ou restaurer le Sphinx de Gizet? Ouais, t'aimes bien les jeux de mots, là. Ouais. Ouais. C'est une assonance, c'est une allitération. Ah ouais. Bah, je pense qu'en réalité, Carmen. T'as pas envie de taper le pif du Sphinx? Ah, c'est pas ça, Carmen, c'est juste à écouter. L'autre, il faut se taper, faire quelque chose. Et comme je suis plutôt un branleur, je préfère me. Alors justement, t'es branleur. Tu préfères sculpter au burin ou sculpter au bureau? Sculpter au bureau. Alors on dit que tu sculptes même pas.
On dit que tu fais ça à l'ordi et que tu as des gens qui font ça dans les ateliers. Ah bah On oui. te reproche d'être un sculpteur qui ne sculpte pas. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Qu'ils aillent tous se faire enculer. Non, qu'est-ce que je reproche? Ben non, c'est pas vrai. Un, déjà, je sculpte. Et puis deux, tous les plus grands, tu parlais de Rodin tout à l'heure. Rodin, il a Avec jamais... des élèves. Il avait des élèves. Michel-Ange, il faisait les plafonds, tu vois que je les avais fait seuls. Non, c'est Da Silva. C'est Da Qui Silva. passait après. Voilà, qui- exactement, qui repeignait. Non, et puis Rodin, par exemple, il avait un fondeur, et celui qui faisait ses bons, c'était le fondeur. Alors lui, peut-être, il faisait un master avec des élèves, mais est-ce qu'il y a touché même, tu sais jamais. Moi, effectivement, j'ai commencé à faire mes premières sculptures seules, mais après, c'est pas possible. Si tu veux être connu de ton vivant, eh ben, il faut pouvoir développer ton art, et je suis ambassadeur de mon art et de ma marque. Tu préfères sculpter un ver solitaire de 12 mètres de long ou un tardigrade de 2 millimètres? Un Tu sais, le ver- tardigrade, c'est le c'est petit quoi? animal qui survit à tout. Tu peux le congeler, le décongeler. Tu peux lui mettre des rayons sur la gueule. Ultraviolet, il survit. Ah bah, le tardigrade. Ah oui, 2 millimètres, il te fait Ah moins bah chier. oui, moi, je veux pas me faire chier. Tu préfères la carrière de Léonard de Vinci ou celle de Michel-Ange? Je sais déjà ce que tu vas répondre. Léonard de Vinci? Bah oui, Universitaire homo. parce qu'il touche à tout. Il touche à tout, il me ressemble plus. Enfin, il me ressemble plus. Il organisait même des fêtes, Léonard de Vinci. Ouais, des fêtes. Oui, non, mais Ouais. des fêtes pour les rois et tout. Ouais, il bien organisait sûr. tout. Bien sûr. Tu préfères le génie de Dali ou le génie Grandet? Bah, Dali. Big C'était- moustache. C'était pour placer un peu de culture. Oui, t'as voulu faire placer, ouais, je Ouais. dis Grandet, ouais. Tu préfères te faire compresser par César ou te faire emballer par Christo? Compressé par César. Est-ce que tu collectionnes, toi, des œuvres de ces gens-là? J'ai collectionné, je collectionne beaucoup moins, je suis plus attiré par la pop américaine, le pop art américain, mais j'aime bien, oui, enfin, j'aime bien effectivement César, qui est l'école de Nice, j'aime bien toute l'école de Nice, Klein, Armand, César, tout ça, quoi, la tête au carré aussi de Sosno, enfin voilà, tous ces gens-là. Et les Américains, cite-les. Bah, je sais pas, Tom Wesselmann, Rosenquist, Jasper Jones, enfin, tous ces mecs qui ont fait un peu la diff. Warhol, évidemment, mon maître à penser et inégalable pour moi, c'est Andy Warhol. Il y a pas Tu d'équivalent. trouves pas, moi je suis très 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 fan de Warhol. Si j'étais pauvre dans les années 70, mais si j'avais été même pas très très riche, mais un peu riche, j'aurais acheté une œuvre à l'époque où c'était encore un peu accessible, Ouais. dans les années 70, et aujourd'hui ça vaut 100 millions de dollars. Tu trouves pas que c'est trop, que c'est surcoté par rapport à Van Gogh? Le mec, il lâche rien avec Van Gogh. Non, écoute, d'abord, tout n'est pas cher de Warhol. Déjà, faut savoir. Non, je te parle des œuvres uniques, tout est cher. Oui, mais t'as des œuvres à la main, t'as des tirages. Oui, tout est cher, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a des Van Gogh qui sont plus chers que des Warhol. Mais non, c'est une autre époque, c'est une autre. Le prix, il importe peu quand t'as tous ces zéros là. Non, c'est quelle différence? Tu préfères vendre des urinoirs comme Duchamp ou ta merde en boîte comme Manzini? Bah, en réalité, Piero Manzini, c'est beaucoup plus malin, c'est beaucoup plus disruptif. Bon, des urinoirs, bon, c'est ok, il a révolutionné parce que. Duchamp, il prend un urinoir, il le retourne, il appelle ça la Voilà. fontaine. Alors que fontaine, Piero et ça fait un scandale. Alors que Piero Manzoni, merde Il vend sa d'artiste, merde. d'artiste, si tu veux, Des 30 petites boîtes, 30 grammes de 30 caca, voilà, il en a fait 90 boîtes d'ailleurs. Ouais. Et Qui fuient, hein, certaines fuient. certaines fuient et aujourd'hui ça vaut plus de 200 000 balles. Donc, Alors ça, c'est le grand débat. Est-ce de l'art? T'en as même fait un spectacle, Olympia. Est-ce de l'art du cochon? oui, bah, Qu'est-ce qui est de l'art? Voilà, mais de le l'art, mec c'est ce qui sort de ton imagination, c'est de ton qui cerveau. doit être validé par les autres. Non, pas du tout. L'art n'est pas validé. Moi, je pense que parfois, tu as des dessins de maternelle qui sont plus jolis que certains peintres qui font. Donc, c'est subjectif. Bien sûr que c'est subjectif, Voilà. puisqu'on aime ou on déteste. Exactement. Tiens, en parlant, il y a un autre artiste que j'aime bien, j'ai pas cité, c'est Basquiat. Alors Jean-Michel. Basquiat, pareil, je trouve ça très surcoté. Et vraiment, alors dans tous les gens qui ont réussi, je te parle des gens qui ont monté des startups, qui ont bien vendu, figure imposée, un Basquiat Ouais. et un Soulage. Mm. Voilà, c'est les deux figures imposées. Soulage, mais non. les deux extrêmes, Moins quelque Soulage. part. Moins. C'est moins côté Mais Soulage. Basquiat, Ouais, Basquiat, oui. le mec, il a Basquiat, fait oui. ça en 20 minutes, 100 millions de dollars. Voilà. Basquiat, Un dragon, une Basquiat. couronne, un aréna. Voilà. Ouais, Basquiat, oui, non, mais t'as raison. Tu préfères le vagin de la reine de Anish Anish Kapoor. Kapoor? Anish Kapoor. Oui, C'est la un très grand, Romane, c'était très, un très R. grand artiste indien. Ou la cloaca de Wim Delvoye. Bah, on va rester dans l'instructif. On va parler de la cloaca de Wim Delvoye. Wim Delvoye, Explique ce que c'est déjà la cloaca. Alors, la cloaca, c'est une il y en a machine. deux au monde qui tournent dans le Il y monde. en a plus que deux. Oui, mais je te parle des premières. Ouais.
Alors, ce sont des espèces de machines qui recréent le processus de digestion de l'intestin. Avec des cloches géantes et des enzymes. Les enzymes. Donc, à la réalité, au début, tu vois comment ça fonctionne, et à la fin, t'as une merde qui sort là, au bout de la machine. Et t'en as même une turbo pour les caca rapides. et du coup, ça fait 10 mètres de long quand même, et 7 mètres de haut, c'est une énorme machine. Ça fait de la vraie merde. Hein. Et ça fait de la vraie merde. Ça recrée le processus de décomposition. Mais il les vend beaucoup moins cher par contre. Il les vend 1000 balles à la fin, les petites boîtes qui sortent de sa machine. Et Wim Delvoye est un artiste très très aussi disruptif. Il a tatoué sur les cochons. Quoi disruptif. Oui, il a tatoué les cochons. Il a tatoué sur des cochons vivants. Ouais. Donc voilà, il a fait des trucs un peu bizarres, etc. C'est le côté disruptif que j'aime bien. Quoi disruptif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Disruptif? Ouais, de la disruption, tu connais pas? Disruption, non. Ça veut dire quoi? D'accord, c'est un truc un peu qui choque. Disruptif. Ouais, disruptif. Ça n'a rien à voir avec les distributeurs. Disruptif. Voilà. Tu te fous vraiment de ma gueule, là? Non, je connais pas ce mot, pardon, hein, je ne suis pas omniscient. Hein. Tu connais des mots que je connais pas. Il connaît les oiseaux, il connaît pas disruptif. Bah oui, il connaît le truc à colle argenté. Et surtout que c'est normal que Non, disruptif. Ouais. Disruptif. Voilà. Tiens, ça existe, disruptif. Et des charges disruptives produisant une étincelle qui dissipe une grande partie de l'énergie accumulée. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Ah si. Je comprends pas. D'être disruptif, c'est de choquer. C'est de faire des étincelles, d'aller à contre-courant. Ouais, admettons, ouais. Non mais c'est très connu, hein, c'est utilisé. Bah c'est très connu, je trouve que je connaissais pas. Mais... Donc un truc très connu que je connais pas, c'est déjà beaucoup moins connu. Attends, on va plus ChatGPT. Quoi? T'as répété? Non, on va demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Oh, c'est nul, ChatGPT. Non, c'est pas quoi, c'est pas nul. Oh, c'est nul. Pas du tout. Hier, avec Roman, on a fait 300 bornes, on lui a posé des questions, il dit de la merde, on a payé 70 balles. Quoi. Que veut dire disruptif? Signifie quelque chose qui bouleverse, perturbe ou change radicalement un domaine ou un marché. En technologie ou en économie, c'est souvent utilisé pour décrire une innovation qui change complètement la manière... Arrête, ça picote, c'est pas agréable. Bon, allez, j'arrête. Bah voilà, j'ai appris un mot, merci. Bah je suis content. Alors, on finit les tu préfères? Allez, vas-y. Tu préfères avoir toute ta vie une bite en pâte à modeler ou des couilles en marbre? Une bite en pâte à modeler ou des couilles en marbre? Des couilles en marbre. Tu préfères exposer à la FIAC ou exposer à la FNAC? Exposé à la FNAC. C'est disruptif. Ouais, à la FNAC. Tu préfères te faire enculer par un gorille ou sucer par un crocodile? Sucé par un crocodile. Je revenais à ton œuvre. Ouais, c'est œuvre disruptive. Élégant. Oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que t'aurais mis, toi, comme tu préfères? Je sais pas, mais là, c'était pas très brillant, quoi. Est-ce que je serais pas en fin de carrière? Non, tu serais pas en fin de carrière, c'est que c'est pourtant dans les dictionnaires, des machins, des trucs, il y a des trucs plus incisifs quand même. Non, je sais pas, mais il faut un truc où tu, voilà, l'idée, t'as voulu être drôle sur ces trucs-là. C'est un échec. Mais ça n'a pas été drôle. Mais si tu veux, je peux te les réécrire, je peux t'en trouver d'autres qui sont peut-être plus... Vas-y, donne-moi un exemple. Bah, je ne sais pas, là, à brûle pour point, mais en tout cas, ce que tu préfères, il y en a plein à faire, quoi. Je vais te soumettre un petit quiz de culture. Ah bah, je suis nul. Non, pas général, sur les sculpteurs. Bah, je suis encore plus nul. Non. En général, je suis très fort, mais culture. Je veux ouais. l'auteur de la sculpture. L'auteur de la sculpture. Attends, qui est l'auteur de la sculpture? Alors, la Vénus de Milo. Milo. C'est ta réponse? Oui. Mais non, la Vénus, Milo, c'est l'île où elle a été trouvée. Mais t'as plein de Vénus. T'as des Vénus de... Ça a été découvert par Jules Dumont-d'Urville, d'ailleurs. Enfin, oui. C'est plus un pêcheur. La Vénus, c'est un vrai sujet qui a été interprété par... Il y a la Vénus de Botticelli, t'as la Vénus de Milo, t'as la Vénus de... Dali, la Vénus à tiroir. La Vénus à tiroir, la Vénus... d'Orlinski, qui est très belle. La Vénus sur la Lune. De Magritte. De Magritte, oui. Donc voilà. Mais qui a peint la Vénus de Milo? Qui a sculpté? Ah, je ne sais pas. Bah, personne ne le sait. Bah voilà, donc comment tu veux que je sache? Après, tu me poses la question. Qui a sculpté le disco-ball? Le disco-ball. Ah, c'est intéressant. J'adore. Je suis en train de travailler sur le disco-ball. Donc, grec. Et là, on sait qui c'est. Oui, bah, j'imagine. Un disciple de Platon, je ne sais pas. Myron. M-Y-R-O-N. Myron, exact. Myron. C'est dur, ça. Je te dis une sculpture, tu me dis le sculpteur. Le baiser. Là, il y en a deux. Ouais. Je sais même plus. J'en ai tellement parlé.
Hein? J'en ai même plus parlé. Non, pas Maléville, non. Rodin, il a fait le baiser. Rodin, bravo. Non, mais c'est pas celui-là. Bravo. C'est pas celui-là. Et l'autre? Non, mais c'est pas celui auquel je pensais. Le baiser de... Bran. Hein? Brancusi. Bravo. Voilà. Alors là, toi, ça te vient vite. Non, mais je le sais, mais... Le Christ Rédempteur. Alors, c'est la grande statue. Alors, je connais qu'il y a Rio, à Rio. et dont j'ai fait une réplique. Alors, je le dis à tout le monde, hein, mais si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Hein. Ouais. Et Là, on le dit aux gens et ils oublient. et ton petit chapeau aussi. Ah et non, Tata ça, Yo-Yo aussi. Non. Ça, c'est alors, Annie qui l'a Cordy. fait C'est pas un sculpteur, là, c'est un architecte, Je connaissais pas le nom, hein. Paul Landowski. Ouais, je connais pas non plus. Qui a sculpté les Trois Grâces? Je sais pas. Canova. Canova, ouais. Tu me La- poses des questions où j'ai aucune réponse. La petite danseuse. La petite danseuse de gars. Bravo. Ouais. Bah ouais. Mais c'est pas à cause de ça que j'ai trouvé. C'est par rapport au truc qu'on a fait ensemble. Hop. Quoi, hop. Qui a sculpté Hop? Il fait pas. Ah, si, moi, je sais celui qui a vraiment sculpté Hope, c'est... C'est un État américain. Comment? Un indice, c'est un État américain. Ah non, mais je connais, c'est Robert Indiana, qui s'appelle Ouais. en vérité Robert Clark. Ouais. Voilà. J'adore l'Indiana. Mais c'est pas sa pièce la plus connue, c'est le Love la plus C'est connue. le Love, mais oui, mais j'allais pas dire Love. Voilà. T'aurais tout de Et suite c'est dit. Robert Clark. Tu savais qu'il s'appelait Robert Clark en vrai? Oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Bien sûr. Et dès qu'il mettait il enlevait ses lunettes, c'était Superman. Il s'appelait pas Robert, hein, Clark. Qui a sculpté l'hommage à Newton? Dali. Bravo. Ah, je suis fort, hein. Le Mont Rochemort. Le Mont Rochemort. Oh, c'est un nom impossible à retenir. Ah bah, j'en sais rien, du coup. Alors, c'est Gutzon Borglum. Mais alors, dis-moi les 4 présidents qui sont sculptés sur le Mont Rochemort. Et combien de temps il a mis pour sculpter ça? C'est Ah, il a genre dû de- mettre du temps, quand même. Oui, ça, je confirme, oui. 14. Oh, mais comment ça te vient, cette réponse? Et les 4 présidents qui sont sculptés sur le Mont Rochemort? Abraham Lincoln. Oui. Jefferson. Oui. J'en ai que 2. Le premier Lincoln, président Jefferson. des États-Unis sur les billets. Ça commence par un W. C'est une ville. Washington. Oui, très bien. Et le dernier? Et le dernier, Qui a été assassiné. Barack Obama. Kennedy. Plutôt. Euh, Théodore. Roosevelt. Qui a sculpté la chatte de ta mère? Plus facile. Alors ça, c'est la chatte de ma mère. Non. c'est- C'est une œuvre qui s'appelle comme ça. Oui. Laurent connais Baffy. Non, tu connais pas? Non. Moi non plus. Moi non plus. Non, Voilà. mais t'aurais pu dire l'origine du monde, quoi. Bah ça c'est une peinture. Oui, mais bon. Tu sais qu'au départ, ça s'appelait Gros plan sur une chatte poilue qui bâille. Et puis il a changé d'avis, Courbet, et il a appelé ça l'origine du monde. Voilà. Elle a beaucoup voyagé, l'origine du monde, tu sais. Oui, c'est Lacan qui l'avait dans son. Ouais, exactement. Il avait même repeint d'autres choses dessus. Ouais. Et puis Lacan, il a mis un petit rideau. Ouais. Et puis quand ses amis proches venaient, il leur montrait ça. Mais à la base, après, c'est Khalil Bey qui l'avait acheté. C'est qui? Khalil Bey, Ah, le Turc. le Turc, voilà. Ah ouais. Ouais, il la cachait aussi. C'est Ouais, une Khalil œuvre. Bey. Alors, elle est au musée d'Orsay, cette toile, et j'ai toujours une pensée, moi, émue pour les parents qui emmènent leurs enfants au musée Ah, c'est dingue. et qui traînent un petit gosse qui fait « Maman, c'est quoi ça ?» Les générations de parents qui rament. Ouais, c'est particulier. Mais moi, dans mon émission, d'ailleurs, première fois au musée, j'ai vu les réactions des enfants sur certaines toiles ou certaines sculptures, c'est assez effarant, quoi. Alors, Richard, on va le jouer. T'es père de famille. Mhm. Moi, je suis ton fils. Mhm. J'ai 5 ans. Ouais. On passe devant l'origine du monde. Mhm. Papa, c'est quoi ça? Eh bien, écoute, c'est une maman. Maman? Oui. Maman, elle est pas comme ça. Bah, si, c'est une maman. Il est où son nez, ses yeux? Bah. C'est pas ma maman, ça. Non, c'est une partie anatomique de ta mère. De quoi? C'est une partie du corps de ta mère. Et c'est quoi ça? Bah, on a pris une photo et en fait on l'a coupé en plusieurs morceaux et c'est un des morceaux de la photo. Mais c'est quel morceau? T'expliques mal, moi je dirais. Oh, je sais pas. C'est là d'où t'es sorti, me casse pas les couilles, viens, on va manger une glace. Bah oui, mais toi, oui, mais moi j'ai pas ton verbe. Et moi, je sais pas ton talent. Ah si, au contraire. Non, c'est la période où on se relèche le cul, là, c'est la fin. Ah, c'est la fin, d'accord. Ouais. Ah oui. Oui. Donc toi, tu trouves que tout est mérité au niveau des prix, et voilà.
Non, mais je trouve pas que tout est mérité au niveau des prix, mais je vais pas critiquer les prix, c'est tellement arbitraire. Ce qui fait un prix, c'est la loi de l'offre et de la demande. L'art, c'est un business aujourd'hui. Donc t'as des faiseurs de rois, t'as des gens qui investissent par exemple dans des collections et qui sont tellement riches qu'ils vont pouvoir faire monter la cote et racheter même les œuvres. Enfin, c'est un business. Salvador Mundi, combien? Je crois que ça s'est vendu 450 millions d'euros, je pense de mémoire. Et toi, quelle est l'œuvre que tu rêverais de posséder chez toi? Ou que tu préfères tout simplement l'œuvre qui n'est pas de toi? Que je rêverais de posséder, je pense qu'on va rester un truc, ça va être dans le pop art, je pense. Alors ça dépend si c'est sculpture ou peinture. Là, on a beaucoup parlé sculpture aujourd'hui. Donc sculpture? Ouais. Sculpture, il y a une araignée de Louise Bourgeois. Et à Marseille, l'araignée, elle est de qui? L'araignée géante à Marseille. Bourgeois. Voilà. Et t'aimerais avoir ça? Mais tu en as fait des araignées un peu avec cette influence. Ouais, mais Louise Bourgeois. Moi, j'aimerais bien avoir la cathédrale de Camille Claudel. Tu sais, ces deux mains qui se rejoignent. C'est très, très, très beau. Merci, Richard. Je t'en prie. Je ne sais pas si cette émission, ce podcast a aidé les gens à mieux te connaître. Mais en tout cas, à connaître l'art. Moi, ça confirme tout ce que je pense de toi. Que du bon. Le podcast n'est pas encore très, très connu. Donc, j'ai pour coutume de demander à mes invités de s'abonner à ma chaîne. D'accord. Sous peine de, donc c'est une chaîne de quoi exactement? YouTube. Abonnez-vous à YouTube et suivez. Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Laurent Baffy. Sinon, et là, faut que tu trouves un truc qui les fasse flipper à mort. Ouais. T'as le temps de réfléchir, mais faut vraiment que les gens chient dans leur froc et qu'ils s'abonnent à ma chaîne YouTube. Mais c'est sur mon réseau qu'il faut que je fasse ça? Là, maintenant, c'est là. D'accord. Le début, on l'a. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Laurent Baffy. Sinon, peine de mort. Sinon, vous risquez bien de vous faire défoncer vos petits culs. Non, mais je sais pas, comment tu veux que je fasse peur, moi? Je fais pas très peur. C'est quoi qu'ils ont dit, les gens? Non, peine de mort, ça fait peur, moi je prends. Hein? Peine de mort, c'est bien? Défoncer les petits culs, ça fait peur, non? C'est bien? D'accord. Non, c'est bien? Ok. Merci, Richard. Je t'en prie. Des Donc bisous. la peine de mort va revenir bientôt, surtout. Toute la peine de mort va revenir, donc faites attention, là, ça risque, si vous le faites pas, vous risquez vraiment d'être condamné. Je te laisse le mot de la fin. Des bisous. Dans les fesses.